je vous dis merci déjà pour cette invitation et d'avoir pensé à moi pour participer et intervenir sur ce sujet. Donc, je vais aller rapidement. Je pense que je vais partager mon PowerPoint avec vous. On va avoir à peu près une demi-heure de partage pour essayer de discuter un peu de la question de l'industrialisation, aussi de comment financer cette industrialisation, surtout dans le contexte actuel de la crise qui est née de la pandémie Covid. Alors, je vais commencer par le contexte global, le contexte international. Ensuite, je discuterai de la transformation de la base productive. Et enfin, je discuterai de comment financer l'industrialisation de l'Afrique. Alors, nous avons vu l'année dernière cette crise qui a démarré déjà en 2019 en Chine. On parlerait ici d'un effet papillon, comme le dit le météorologue Lorenz, un battement d'aile d'un papillon au Brésil qui entraîne des tempêtes au Texas. On voit bien cette crise sanitaire qui démarre dans une ville chinoise modeste et qui irradie l'ensemble de la planète à une vitesse incroyable. Et donc, voilà, j'ai pris cette photo de TF1 qui montrait un peu l'année dernière comment cette crise s'installait à travers le monde. Tout de suite, vers le mois de mars 2020, avril, on a vu la chute des principales places financières dans le monde, des bourses, de manière vertigineuse. On a vu le prix de plusieurs matières premières plonger, notamment le prix du baril de pétrole. Et on a vu l'ensemble des économies rentrer en récession, notamment les pays industrialisés et bien sûr les pays africains. Les projections pour 2020 et 2021 étaient plutôt positives. On s'attendait à une reprise en V. Bon, maintenant, vous voyez, nous sommes en 2021, c'est la persistance de la crise. Et donc, voici l'état du monde un peu en juin 2020. Le FMI anticipait moins 12% pour l'Italie, l'Espagne, la France et l'Afrique. On voyait des besoins, des pertes de PIB cumulées de l'ordre de 173 milliards de dollars pour 2020 et 236 milliards pour 2021. On assistait pour la première fois en 25 ans à une récession sur le continent. On anticipait à moins 5%. Lorsqu'on corrige avec les dernières données 2020, on est autour de moins 2%. Ce qui est important sur cette première partie, c'est ce slide que je voulais vous montrer, qui est un slide qui discute de la question de la puissance, la géopolitique. On a les États-Unis, première puissance du monde, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui domine avec le dollar comme principale monnaie d'échange à travers le monde, et qui, depuis 2008-2009, applique le quantitative easing, donc des billets qui sont imprimés et qui sont injectés dans l'économie pour sauver l'économie américaine. Et d'autre part, la question de l'extraterritorialité du dollar, où les États-Unis peuvent attaquer les pays qui utilisent le dollar sur les transactions avec des pays qui sont sous sanction. Tous ces éléments-là ont entraîné une méfiance vis-à-vis de l'utilisation du dollar et donc le réveil un peu des autres puissances. Et c'est ainsi que la Chine a mis depuis quelques années déjà le projet du yuan or. Yuan or, donc un yuan indexé sur l'or et qui voudrait jouer le rôle d'intermédiaire, de monnaie de transaction à l'échelle internationale, particulièrement en Asie. Donc, si on prend le cas avec la Russie, les échanges sur le pétrole entre la Russie et la Chine sont passés entre 2015 et 2020 de 90% à moins de 50%. Donc, vous voyez que la Chine est en train de dédollariser les échanges avec la Russie et en train de dédollariser aussi avec beaucoup de pays asiatiques. Plus récemment, la Chine a mis en place le projet du e-yuan, la crypto-monnaie chinoise, et qui est en train de prendre, qui a comme ambition de dédollariser la zone asiatique. Vous savez que la zone asiatique est très dollarisée. Tout cela va avoir un impact sur la puissance américaine. Et au milieu de ces deux grandes puissances, l'Europe ne voudrait pas être au terrain de jeu de ces deux superpuissances. Alors, l'Europe, depuis 2020, s'affirme avec son projet industriel, plan industriel européen et aussi le fonds européen qu'ils ont mis en place. Tout cela montre une volonté d'affirmation de cette puissance-là. Alors, au milieu de tout ça, vous voyez, j'ai cité ces trois puissances qui sont en train de s'affirmer.
il manque une décision, une affirmation de puissance de la part de l'Afrique. Je présente ici l'Afrique avec ses principales matières d'exportation, dont le pétrole, le gaz, les métaux précieux, le charbon. Et vu qu'elle n'a pas cette position de puissance, elle risque d'être le terrain de jeu des trois grands blocs que je viens de présenter. Je vais déjà le voir à travers le continent avec certaines tensions au niveau géopolitique. Donc, tant que l'Afrique n'aura pas à réagir comme une puissance, avec cette volonté de puissance comme les autres blocs, ce sera le terrain de jeu des autres grandes puissances. Et ici, vous voyez essentiellement ces matières premières qui sont partout en Afrique. J'ai l'occasion d'aller dans environ 48 pays sur le continent et on voit qu'il n'y a pas de pays pauvres sur le continent. Tous les pays regorgent d'immenses ressources. Alors, le deuxième point, c'est de discuter la transformation de la base productive. Mes analyses et mes idées sont essentiellement influencées par les auteurs qui sont ici, notamment Alexander Hamilton, qui était le premier secrétaire d'État au Trésor américain, qui a été au centre de la transformation de l'économie américaine avec la protection des industries naissantes, avec le crédit public, avec la mise en place de la Banque des États-Unis. Donc, ces idées m'apportent beaucoup dans mes réflexions et je pense que l'Afrique devrait beaucoup s'inspirer des idées d'Alexander Hamilton. Donc, il y a List, il y a John Maynard Keynes, il y a Schumpeter sur la question d'innovation, il y a Lise Amsden qui discute beaucoup de l'industrialisation des pays qui viennent après, hein, des pays qui veulent s'industrialiser après les autres. Il y a Joseph Stiglitz, bien sûr, il y a Cheikh Anta Diop, et je suis très heureux de discuter ici à Dakar, et donc je suis éthiopien. Il y a Andrew Brimmer, qui est le premier noir à être au bord de la Fed aux États-Unis. Il y a Han Chung Chang, qui est particulier et qui a beaucoup travaillé sur les questions de protection des industries naissantes, du rôle de l'État. Et j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à lire son livre Kick Away the Leader. Il y a Mariana Mazzucato, qui on partage aussi les mêmes idées, l'État entrepreneur, l'État innovateur. Donc, voilà un peu le corpus qui accompagne un peu mes réflexions. Et il y en a bien d'autres, mais je vais citer ceux-là. Voici un peu la structure de nos exportations. On veut bien discuter de l'industrialisation, mais c'est bon de toujours avoir cette photo de la situation actuelle. Alors, je prends cela sur la source, c'est les statistiques de la BAD. Vous voyez que essentiellement, nous exportons les matières premières non transformées et nous importons des produits finis. Et on voit aussi que la part de l'Afrique dans le commerce mondial a beaucoup diminué, de 4 à 2,7% entre 1970 et 2019. Et les secteurs qui ont porté la croissance ces dernières années sont peu intensifs en main-d'œuvre. Et en ce qui concerne la productivité du travail, elle est environ 12% de la productivité américaine, alors que pour les autres régions, elle est environ 23-24% de la productivité américaine. Et on voit aussi sur le continent que les industries qui représentent uniquement 8% des emplois, alors que les services représentent 28% des emplois. Donc, très tôt, on est passé à l'économie des services, alors qu'on n'a pas atteint notre vitesse de croisière au niveau des industries. Donc, la productivité du travail d'un agriculteur aux États-Unis ou en Europe, c'est environ 60 fois celle d'un agriculteur africain. Donc, il faut 60 agriculteurs africains pour atteindre la productivité d'un agriculteur dans ces pays-là. Ça montre encore le retard que nous avons sur cette partie d'industrialisation. Ici, je montre un peu ce que nous savons déjà, c'est-à-dire que 80% de toutes les exportations totales de marchandises pour l'Afrique sont des exportations de produits de base et que les 3/4 des pays africains, les exportations de produits de base représentent 70% des revenus. Donc, vous voyez que la structure de nos économies est encore avec beaucoup de challenges. On a pu le voir avec la crise lorsque la demande mondiale s'est arrêtée. On a eu un choc double à la fois sur l'offre et la demande. Lorsque la demande mondiale s'est arrêtée, on a vu que nos économies ont eu beaucoup de mal à avoir des recettes et à faire face à leurs obligations budgétaires. Alors, pour illustration, si on prend la production mondiale de fèves de cacao, on voit qu'elle est à peu près 70 000 au niveau mondial. Et 70% de cette production mondiale, excusez-moi, 70% de la production mondiale des fèves de cacao et le chocolat représente 70 000 emplois aux États-Unis en zone euro. C'est ça que je voulais ressortir, et très faible au niveau du continent en termes d'emploi. Si on prend rien que 2019, la valeur totale du marché de l'industrie du chocolat était d'environ 100 milliards de dollars. C'est projeté à 147 milliards de dollars pour 2025,
mais l'Afrique ne représente qu'entre 3% et 6% de la part de marché de l'industrie du chocolat, alors que la Côte d'Ivoire et le Ghana représentent plus de 50% de la production de cacao dans le monde. Donc, voilà un peu les challenges que nous avons et sur lesquels nous devons travailler. Ici, je voulais rappeler un peu ce que l'Union européenne a eu comme réponse pendant la crise. Pendant la crise, l'Union européenne a décidé de développer, de sortir sa liste des matières premières critiques et, bien sûr, de mettre en place son plan d'industrialisation de 750 milliards d'euros, ce qui est une réponse de puissance. Et si vous regardez cette liste, avant, en 2017, il y avait déjà une liste avec sans la bauxite, le lithium, le titane et le strontium qui ont été ajoutés. Vous voyez que l'ambition climatique de l'Europe, en termes de transformation de ces industries en respectant les normes du climat, du changement climatique, va dépendre énormément des sources de matières premières qu'on trouve essentiellement en Asie, et les terres rares, surtout en Chine, et aussi des pays africains. Et donc, si vous regardez le barite, par exemple, qui est utilisé dans les applications médicales, la radio, protection, les applications chimiques est très important. Et l'Union européenne en dépend à 70% et le Maroc est capable d'en fournir 28% des besoins. Donc l'Union européenne a déjà ciblé le Maroc comme son principal fournisseur de cette matière première. La bauxite sert à la production d'aluminium et est très utile pour l'aérospatiale, la défense. La Guinée fournit 64% et sans transformation préalable, et l'Union européenne a ciblé cela comme une matière première critique. Le cobalt, qui est fourni à 68% par la RDC, sert notamment au superalliage, aux aimants, aux catalyseurs et batteries. Donc, vous voyez que ce contrôle sur le continent est très puissant et très important pour l'industrialisation. On parle d'une demande qui va monter à plus de 1000% d'ici 2050 sur certaines matières premières, et l'Union européenne a déjà clairement défini ses cibles, ses sources qui sont en Afrique, en Asie et une partie en Europe. Pendant ce temps, l'Afrique n'a pas donné une réponse industrielle stratégique aux besoins qu'elle pourrait avoir en termes de positionnement industriel. Ici, je sors un peu un document intéressant. L'Union européenne dévoile un plan de réduction de sa dépendance aux fournisseurs étrangers. Donc, il y a quelques matières premières, quelques secteurs, environ 6 domaines stratégiques que l'Union européenne définit, et elle va travailler ensemble au niveau européen, et elle va protéger ces secteurs, un peu comme Hamilton avait fait à son temps, pour donner plus de force et plus de puissance aux industries européennes. Alors, quel est le continent qui est plus dépendant des autres? C'est bien sûr le continent africain, puisque nous dépendons essentiellement des produits finis étrangers. Donc, nous avons là, en imitant l'Europe, en imitant les autres régions, la possibilité de faire la même chose, de définir nos secteurs stratégiques, région par région, et appliquer les mêmes politiques. Donc, on ne pourra pas être taxé par l'Organisation mondiale du commerce comme faisant une politique qui n'est pas dans les normes, plus que toutes les régions du monde, avec la crise, sont en train de nous faire. Ici, je rappelle, les États-Unis sont en train de mettre un gros programme en place, Build Back Better, qui est d'environ 4 000 milliards de dollars en premier de 2000 avec Joe Biden, qui montre que la réponse à cette crise est une réponse de puissance au niveau américain. La Chine avait déjà commencé depuis 2015 avec Made in China 2025, avec l'objectif d'être numéro 1 leader dans la transformation de 10 secteurs. Et donc, depuis, la politique de la Chine est de mettre en place les écosystèmes, les investissements nécessaires pour être leader dans la transformation de plusieurs secteurs, notamment automobiles et ferroviaires, pour lead dans ces secteurs-là. Et bien sûr, la question, c'est qu'en Afrique, toujours, nous n'avons pas cette réponse de puissance pour dire dans quel secteur l'Afrique veut être puissante, dans quel secteur l'Afrique veut lead la transformation des économies durant ce siècle. Nous ne l'avons pas encore fait, c'est l'occasion de le faire. Et la crise nous donne, sur le plan idéologique, le plan économique, la possibilité de le faire, puisque les dogmes de la grande politique économique néoclassique qui est gouvernement depuis 1980 sont en train d'être révisés, et donc ce sont d'autres politiques, des interventions de l'État, des politiques volontaristes qui sont en train de revenir, et donc nous devons profiter de cette fenêtre, cette opportunité pour affirmer notre volonté de puissance. Alors, le message clé d'industrialiser l'Afrique d'après, c'est d'abord de soutenir les grandes entreprises manufacturières. Partout, lorsqu'on lit les documents, on écoute les conférences, tout le monde parle des petites PME.
Alors, moi, je ne connais pas un pays qui s'est développé avec les PME. Les moteurs de la croissance dans tous les pays, ce sont les grandes entreprises. Et une fois ces grandes entreprises sont soutenues, il y a des liens avec les PME que je vais expliquer tout à l'heure, mais les moteurs de la croissance, ce sont d'abord les grandes entreprises. Ce sont elles qui créent des emplois, ce sont elles qui créent plus de richesses, qui permettront de faire le Made in Africa. En termes de messages clés, il y a aussi l'industrialisation dioppienne. Cheikh Anta Diop proposait de diviser l'Afrique subsaharienne en 8 zones industrielles, dont notamment le bassin du Congo et bien d'autres, où il regardait, il mettait en exergue la source énergétique pour soutenir l'industrialisation et la présence de certaines matières premières et donc donnait à certaines régions certains types d'alimentation. Par exemple, le bassin du Congo était plus indiqué pour l'industrie lourde à cause de, bien sûr, le cobalt et bien d'autres manganèse et bien d'autres ressources qu'on trouve dans cette zone-là, puis d'autres zones qui étaient peut-être plus agricoles. Donc tout cela est documenté et l'industrialisation éthiopienne peut être une solution au moment où l'Afrique est encore plongée dans cette crise et a besoin d'avoir une réponse de puissance. La nécessaire régionalisation des industries, c'est très important de penser aujourd'hui région. Nous avons essayé depuis 1960 de discuter pays par pays, individu par individu. Il faut maintenant passer à la région. C'est la région qui porte la croissance. Et ici, il faut penser au modèle Airbus. Airbus, vous voyez ce projet européen qui a commencé franco-allemand et aujourd'hui plusieurs pays sont partenaires. On fabrique un petit bout dans chaque pays et ensuite on rassemble à Toulouse. Donc il faut penser les industries au niveau régional. Je ne parle pas d'une industrie d'un pays qu'on va laisser un pays faire et puis soutenir. Je parle de penser au projet régional, doter l'Afrique d'une colonne vertébrale industrielle dans chaque région, c'est ce qui est important, et de travailler sur les chaînes de valeur régionales. Donc cela est un point important. Et bien sûr, la question du dividende démographique, je reviendrai dessus. Alors, ici, c'est un peu la proposition que je fais dans mon dernier livre, Sortie du collapsus économique. C'est, au lieu de réfléchir uniquement sur la partie PME, c'est de penser plutôt aux clusters, aux écosystèmes, avec les 4 blocs suivants. L'État, l'État stratège, l'État innovateur, l'État entrepreneur. En tête, qui va travailler avec les grands groupes qui sont les champions qui portent la croissance. En Asie, on a vu par exemple en Corée du Sud, ce sont les chaebols. Au Japon, on a vu, c'est les Zenbazu. Avant, c'était Soko Shosha. En Europe, aux États-Unis, ce sont les multinationales, comme General Electric et les autres, Air France, etc., Gaz en France et les autres groupes. Donc, ce sont ces grands groupes-là qui portent la croissance, qui créent les meilleurs des emplois. Et on va d'abord privilégier les grandes entreprises manufacturières, parce qu'elles payent 2 fois mieux que les grandes entreprises de services. Et les PME manufacturières payent 37% mieux que les PME des services. Vous pouvez le trouver dans le rapport là-bas de 2019, African Economic Outlook. Ces grands groupes, il faut les faire travailler avec des réseaux de PME, créer des relations de sous-traitance, créer des relations avec des commandes publiques et des commandes privées bien outillées, favoriser l'innovation. Et tout cela est porté par les universités, la recherche, le développement, les centres d'excellence, les écoles spécialisées. Donc, ce sont ces 4 blocs-là qui permettent de, en termes de techniques d'industrialisation, de permettre de transformer radicalement une économie. Il ne s'agit pas de soutenir les PME, il s'agit de soutenir l'écosystème. Et les questions financières dont nous parlons doivent s'adresser au bloc, c'est-à-dire à l'écosystème industriel que je viens de présenter. Il ne s'agit pas de prendre des lignes de crédit, des garanties uniquement pour les PME. Si vous êtes en train de mettre une ligne de garantie pour les PME, mais que les grandes entreprises ne peuvent pas faire la commande, les PME vont faire quoi avec cette garantie? Si vous mettez une ligne de financement aux banques pour financer uniquement les PME, mais avec quoi elles vont soutenir l'activité? Il n'y aura rien si les grandes entreprises ne sont pas là pour tirer la commande publique, la commande privée. Si l'État, au niveau du multiplicateur budgétaire, ne fait plus son rôle, ne joue plus son rôle, comment voulez-vous que les grandes entreprises, les PME, puissent travailler? Si l'université n'est pas mobilisée, comment voulez-vous que l'innovation continue à toucher les réseaux des PME et les grandes entreprises? Donc, c'est un maillage, c'est un groupe, un bloc, un écosystème qu'il faut construire. Et c'est ce que les États-Unis font depuis toujours. Si vous regardez Silicon Valley, l'argent qui permet de transformer la Silicon Valley, ce n'est pas l'argent privé, c'est l'argent public. C'est bien sûr l'agence de la défense d'ARPA américain qui a porté la plupart des innovations que vous connaissez. Si vous prenez votre iPhone, j'ai mon iPhone ici, si je vous montre l'iPhone, tout ce qui est sur l'iPhone, c'est essentiellement financé grâce à la recherche et au pouvoir
financier de l'État américain via le ministère de la Défense. C'est aussi ce ministère de la Défense qui a soutenu Google. Sinon, on serait dans des projets qui n'auront jamais atteint une certaine maturité. Donc, le Small Business Innovation Program aux États-Unis est très important dans le cadre de l'essor des PME, la dynamique des PME qui travaillent avec des grands groupes. Donc, c'est cela que nous devons arriver à faire. Et ce mariage-là, ce n'est pas de séparer les entités et les faire travailler de manière isolée, c'est de travailler ensemble. Donc, une priorité est faite aux industries qui vont favoriser l'intensité du travail, le potentiel agricole, il faut le soutenir, les exportations pour pouvoir gagner aussi en termes de devises et de compétitivité, la disponibilité des ressources, et il faut des incitations fiscales à cet écosystème-là, sur les droits douaniers, sur la participation de l'État, sur les partenaires au secteur privé et bien sûr des mesures directes et indirectes. Il s'agit ici, au niveau du système financier, de penser à différents instruments, que ce soit en garantie, en ligne de crédit, en participation de risque. Et si vous regardez ce que les autres régions ont pu faire, c'est même avec le taux de change, il faut avoir un taux de change qui vous permet de discriminer certains secteurs, de certaines importations et de favoriser d'autres pour créer de la richesse et permettre l'essor des PME et de grandes entreprises pour qu'elles soient plus puissantes. Donc voilà un peu le mécanisme, je pense, qui est central et qui devrait être au cœur de notre transformation. Maintenant, avec cette crise de Covid, nous sommes passés de l'État à la région. C'est pourquoi, en un, je mets État et je mets CER, c'est-à-dire Communauté économique régionale. On doit maintenant penser au niveau régional. C'est maintenant au niveau régional qu'il faut penser la stratégie d'industrialisation, penser à travailler avec des grands groupes au niveau régional, l'essor de ces grands groupes-là, favoriser la naissance de nos PME qui travaillent avec ces grands groupes, organiser la commande publique, organiser la commande privée, organiser la sous-traitance, faire en sorte qu'il y ait des relations de business entre les startups qui naissent dans nos accélérateurs pour permettre un tissu de PME et du secteur privé de se développer. Il s'agit effectivement de travailler, promouvoir l'entrepreneuriat, mais ici, l'État doit être à toutes les étapes. Partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe et en Asie, l'État accompagne de la start-up jusqu'au closing. L'État ne se contente pas de créer le cadre et le secteur privé vient faire tout seul. Ça n'existe pas. C'est ce qui est écrit partout, mais ce n'est pas ce qui est fait. Si nous continuons à penser comme les économistes néoclassiques nous l'enseignent depuis 1980, que l'État met le cadre et puis le secteur privé vient faire, on va attendre 100 ans. Partout où il y a eu un essor du secteur privé, l'État est resté maître du jeu du début à la fin. Donc, il s'agit pour nous de penser cela et de changer de région économique. Et je voulais souligner quelques éléments sur la question démographique. Nous avons un taux de dépendance jeune. L'âge médian de la population africaine est de 19 ans, alors qu'il est très élevé, quarantaine, au niveau de l'Europe et d'autres régions comme l'Asie. Donc l'Afrique a une population essentiellement jeune. On ne pense pas l'économie dans une population jeune comme on la pense dans une population qui est en train de vieillir. Parce que l'économie, ce n'est pas les mathématiques, mais c'est l'agrégation des comportements des individus. Et les individus jeunes, les individus plus âgés ne se comportent pas de la même manière. Leur ADN de consommation est différent et leur comportement vis-à-vis du travail est différent. Donc, nous devons penser à des solutions africaines parce que la structure déjà de notre population est bien différente de ce qui se passe en Europe. Et donc, nous devons nous avons une opportunité énorme, c'est que nous avons une jeunesse dynamique en essor, nous avons tous les besoins en termes d'économie réelle et nous avons la population qui a exactement la structure qui permet de travailler. Donc, nous avons beaucoup de jeunes à mettre au travail. Et donc, ce ne sont que des opportunités. Tous les problèmes que nous avons sur le continent sont des opportunités pour nous, pour mettre un maximum de gens au travail. Et donc, c'est ça qu'il faut encourager. Même en termes de mobilisation de ressources, vous avez une population jeune, vous n'avez pas la pression que les économies matures ont pour payer les retraites, pour payer les dépenses de santé. Et bien sûr, tout cela va impacter l'épargne de ces États. Nous avons une capacité d'accumuler l'épargne sur une longue période parce que nous n'avons pas la même pression. Pour l'instant, nous avons 6-7 personnes qui travaillent pour payer un retraité. Et avec le temps, ça va augmenter. Donc, vous voyez que nous avons beaucoup d'opportunités. Pensons nos économies à nous-mêmes, sans nécessairement repliquer les doctrines et les politiques, les mesures que nous entendons les autres présenter ailleurs. Et donc, c'est cela que je voulais présenter ici, de favoriser l'insertion professionnelle de tous ces jeunes-là. Il ne s'agit pas uniquement de créer des emplois pour les jeunes, plus la population est essentiellement jeune, il s'agit de créer des emplois.
et c'est l'industrie manufacturière qui aide à créer des emplois de bonne qualité. Alors, je vais aborder la question des financements. C'est très important. Vous voyez, pendant la crise, j'ai pris cela dans mon livre, et la source est Bloomberg avec Standard Bank. Pendant la crise de la Covid, on a eu 2 pays qui sont passés lever les eurobonds, le Gabon et le Ghana, autour de février. Et puis, autour du mois de mars, on a eu un boom lorsque la crise a atteint son pic. Les spreads sont montés jusqu'à 11% en moyenne sur les eurobonds africains. Et vous voyez qu'on est largement au-dessus des autres régions du monde. Et certains pays en Afrique sont allés jusqu'à 38% de spread. Donc, le marché des eurobonds, le marché international était fermé pour l'Afrique, et aussi c'est pour certains pays, mais surtout pour l'Afrique. Ça montre qu'il faut que nous travaillions sur nos marchés locaux pour avoir toujours la possibilité de lever les financements. Si nous dépendons de l'extérieur, lorsque les conditions internationales changent, nous allons toujours être les derniers à nous servir parce que le coût des financements vont s'aggraver pour les États africains. Ici, je vous présente un peu le cas des pays pétroliers. Ça a encore été plus fort sur les pays, au niveau des pays pétroliers en moyenne, autour de 14% en termes de spread. Alors, je vous dis tout de suite, non à l'austérité budgétaire en Afrique. On a vu pendant cette crise les grands pays industrialisés mobiliser des solutions à la fois au niveau du stimulus budgétaire, au niveau du stimulus monétaire pour accompagner leurs États, pour sauver leurs économies. Nous avons vu des États aller jusqu'à envoyer des chèques à leur population pour leur permettre de consommer. Donc, ce n'est pas au niveau de l'Afrique qu'on va commencer à mettre des mesures d'austérité pour répondre à la crise. Nous avons l'expérience des décennies 80 et 90. Nous sommes mieux informés que quiconque que les mesures d'austérité en période de récession ne sont pas bonnes parce qu'elles creusent encore la récession, elles maintiennent dans une situation de fragilité et nous ne devons pas permettre cela. Comme sur ce dessin, je caricature bien la situation, ce n'est pas le moment de couper dans la dépense publique, ce n'est pas le moment de couper au niveau de l'investissement, ce n'est pas le moment de couper au niveau de la consommation, au contraire, il faut relancer la machine par l'investissement. Ici, j'ai recensé un peu toutes les mesures utilisées par les pays industrialisés pendant cette période, notamment au niveau monétaire. On a tout vu. Rien que pour résumer, la Fed a soutenu les émetteurs, les intermédiaires et les investisseurs. Et même les régulateurs. Je prends le cas qui m'a le plus marqué, c'est le régulateur des comptables. On a changé les règles de défaut. Si le défaut était de 2 fois manquer un paiement, il est peut-être à 7 fois. Je caricature, mais c'est cela qui s'est passé. On a changé les règles. Ça montre que les règles qui gouvernent la finance ne sont pas des textes sacrés, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le Coran, mais ce sont des règles qui permettent le bon fonctionnement de l'économie, mais dans une logique de puissance, parce que la puissance dominante a besoin de garder son rang. Et donc, nous devons comprendre cela et nous devons faire ce qu'il faut, comme les autres ont dit, quoi qu'il en coûte, ils vont intervenir dans l'économie pour permettre de sauver leurs économies. Nous devons avoir cette même attitude plutôt que de rester sur des positions dogmatiques lorsqu'il s'agit de répondre au niveau de nos économies pour les sauver, pour relancer la machine économique. J'ai pris ici aussi quelques mesures prises par les économies africaines, notamment l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie, qui ont fait preuve de leadership, bien sûr aussi la BCAO, la BEAC et bien sûr la Banque centrale du Nigeria qui ont agi. Là, vous verrez que beaucoup de mesures prises sont des mesures de court terme et très peu de mesures de long terme. Comme vous le voyez, c'est recensé par la Banque de règlement international. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire globalement du continent? On dira que pendant cette crise-là, aucune réponse coordonnée au niveau financement, des réponses nationales, des mesures temporaires, on a eu beaucoup de mesures temporaires, une faible capacité de levier budgétaire, et puis bien sûr la question de la souveraineté monétaire qui est posée et qui est essentielle. Alors, en réfléchissant sur cela, j'ai pensé à 2 propositions importantes. D'abord, mutualiser une partie des dettes comme une réponse endogène et bien sûr mutualiser une partie des investissements pour permettre de relancer l'industrialisation du continent, relancer la transformation de nos économies. Donc, je m'en vais vous les présenter. Ici, c'est un peu ce schéma. Donc, vous regardez un peu. BC1, BC2 et BCN, ce sont les banques centrales. Donc, bien sûr, je réfléchis région par région. Donc, je demande aux États africains de se mettre région par région et de penser mettre les banques centrales ensemble. Pour la BCAO, pour la BEAC, c'est déjà fait. Donc, on a une superbe situation. Et les autres pourraient se positionner comme un peu le système des banques centrales européennes. Donc, de se mettre ensemble
est de racheter l'encours des titres de dette publique de nos États. L'encours des titres de nos États africains, la dette marché obligataire, en fin 2019 était d'environ 400 milliards de dollars. Lorsque je regarde les premiers chiffres, estimations autour de 2020, on est autour de 450, on approche les 500 milliards de dollars. Si les banques centrales se mettent ensemble pour racheter la moitié de cet encours, on fait économiser tout de suite aux États africains en termes de pouvoir de capacité budgétaire 200 milliards au moins. Donc, c'est bien plus puissant que toutes les mesures que nous avons entendues jusque-là. Ça permet à l'Afrique d'avoir 200 milliards d'oxygène au niveau de leurs États. Et c'est un jeu d'écriture. On transfère la dette, le service à dette et le principal à la Banque centrale pour la moitié de l'encours existant. Et donc, ça permet à ces banques centrales qu'elles vont continuer à servir la dette et les États de respirer. Sur l'encours des dettes obligataires, l'essentiel, à environ 70-75%, sont des dettes de court terme. Donc, ça pèse en termes de service à la dette sur ces États. Mais il ne s'agit pas d'annulation. Il s'agit d'une sorte de restructuration parce que je propose qu'on donne 5 ans de grâce aux États sur ce montant qu'ils devront rembourser. Mais ces 5 ans de grâce permettent de respirer pendant cette période où nous voyons que nos États sont en difficulté. Et bien sûr, d'étendre cette dette sur 20 ans. Ça donne l'occasion de payer progressivement cette dette, mais de laisser les marges de manœuvre budgétaires plus importantes aujourd'hui, en 2021, pour relancer la machine. Et bien sûr, ce ne sera pas fait simplement. Il faudrait que les États s'engagent sur un certain nombre d'investissements, un certain nombre de priorisations au niveau des arriérés, au niveau de l'efficacité budgétaire. Lorsqu'on regarde la gestion des budgets de nos États, on voit un écart important entre les budgets votés, les budgets engagés et les budgets payés. Ça montre qu'il y a une efficacité dans la chaîne de la dépense et aussi la confection même des budgets. Donc, il faut un cahier de charges avec les banques centrales pour s'assurer de régler ces problèmes-là et de redonner son rôle principal aux multiplicateurs budgétaires pour permettre de financer réellement nos économies dans le schéma que je vous ai montré, 4 blocs. Ensuite, je propose que dans chaque région, en vue de doter nos colonnes vertébrales industrielles et permettre aux États de repartir, de mettre en place des SPV, Special Purpose Vehicle, dans un véhicule financier qui peut être la banque centrale, qui peut être à l'extérieur, qui va être financé comment? Les banques centrales au niveau de chaque région vont, par la création monétaire, doter le véhicule financier d'un certain niveau de financement. Ce sera à définir par région. En dehors de cette création monétaire, il y a la question de la possibilité pour les fonds souverains et d'autres de participer au financement du capital de cette SPV. Et bien sûr, je propose comme mesure des rehaussements de crédit de prendre dans les banques centrales l'équivalent d'un mois de réserve de change qui est déjà investi dans les actifs qui sont 2A, 3A. Et ce portefeuille d'un mois, le mettre en cash collatéral, non en garantie cash, sur la SPV, ce qui permet d'avoir une exposition synthétique sur les actifs qui sont déjà investment grade, donc 2A, 3A, etc. Ça permet de rehausser le crédit de cette facilité, de ce véhicule financier. Quel va être le rôle de ce véhicule? Ce véhicule va avoir le mandat de lever des fonds pour la région pour financer uniquement les projets industriels régionaux. Et ici, il ne s'agit pas d'aller lever les fonds à l'extérieur, il s'agit de lever les fonds au niveau régional. Donc, ça va avoir le benchmark régional au niveau de la note de crédit. Il s'agira essentiellement des dettes sur des longues périodes, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais cela, ça demandera de s'asseoir avec les acteurs financiers qui ont besoin de ce type d'actifs, notamment les assureurs, notamment les fonds de pension, etc. Et bien sûr aussi de mobiliser les grands fonds de pension extérieurs qui ne comprennent pas la différence entre pays et qui seraient bien heureux d'avoir un produit qui représente une région. Donc, tout cela en monnaie locale, lever cela sur une longue période et permettre de financer des projets industriels, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit les industries pharmaceutiques, pour permettre à l'Afrique de relancer la machine économique. Donc, voilà un peu ces deux positions fortes que j'ai et je tire l'essentiel de ce que je viens de proposer de mon dernier livre, Sortie du collapsus économique, qui est sorti le mois dernier et dont je suis en train de faire la promotion. Et je tire aussi certains éléments de mes deux précédents livres, notamment Libérer le potentiel de l'Afrique,
des idées d'Alexander Hamilton, et Financer l'Afrique, où je parle des capitaux domestiques qui existent en Afrique. Je montre que l'Afrique est créancière nette du reste du monde. Capitaux qui sortent du continent dépassent les capitaux que l'Afrique reçoit. Donc, au lieu d'être dans une approche de toujours aller demander de sauver l'Afrique, de nous aider à financer, nous avons en interne les ressources nécessaires pour financer notre développement, notre transformation économique. Faisons confiance à nos économies et donnons-nous les moyens de faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire transformer le continent. Donc, je vous remercie pour l'opportunité et je suis disponible pour la suite. Merci à vous. Je vais juste patienter si Monsieur Tioun veut rajouter quelque chose. Oui, bonjour, merci beaucoup, Monsieur Cédric Assulmeng Mozoui. Vraiment un grand exposé, hein, très intéressant, très riche. Donc, nous allons clôturer le premier jour du forum avec la conférence de Monsieur Cédric Assulmeng Mozoui. Nous allons travailler avec tous les experts sur un projet d'un livre qui sera vraiment le compte rendu sera la synthèse du forum. Dans les prochains jours, dans les prochains mois, nous allons en parler avec tous les experts pour voir dans quel cadre nous pouvons réaliser ce projet-là. Et nous en remercions aussi les participants et participantes qui ont pu suivre à travers le monde. Je pense qu'aujourd'hui, les organisateurs, les informaticiens aussi, monsieur, notre partenaire, monsieur Clément Pidjo, commence à les saisir. Donc, nous allons clôturer la première journée avec l'intervention de M. Cédric Assulmeng Mozoui. Bonne soirée. Merci beaucoup. Afrique, cœur du monde. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.